Une première manière d'aborder ces sujets, c'est de regarder la façon dont a évolué notre conception et nos approches du sinistre. Si on considère un peu l'histoire, on peut discerner trois grandes époques. Une époque où le sinistre est un dossier à gérer, une deuxième époque où le sinistre est un processus à optimiser, et puis une troisième époque, celle dans laquelle nous sommes entrés depuis quelques années, où le sinistre devient une expérience client à améliorer. Et il est intéressant de regarder un peu quelles sont les caractéristiques de chacune de ces époques, parce que quand on rentre dans ce détail-là, on prend la mesure des transformations extrêmement importantes qu'ont connues les professionnels de l'indemnisation au cours des 20 à 30 dernières années. Alors si on fait un petit flashback du temps où le sinistre était un dossier à gérer, eh bien on se focalisait sur l'instruction du dossier, le règlement du sinistre, avec un peu un mantra, payer tout ce que l'on doit, rien que ce que l'on doit. À cette époque-là, on était certainement moins préoccupé par l'efficience des opérations ou leurs coûts, et puis peut-être aussi un peu moins par la patience et les efforts que dès cette époque, on pouvait demander à l'assuré dans la constitution de son dossier ou dans tout ce qu'on lui demandait pour mettre par exemple son véhicule à disposition d'un réparateur ou d'un expert. Et donc le bon professionnel, c'était celui qui maîtrisait les contrats, les conventions et la technique assurance. C'était celui qui savait appliquer les règles générales aux particularités de chaque sinistre. Ça, c'était autant d'un dossier à gérer. Vint ensuite une époque à l'Observatoire, nous avons appelé l'industrialisation de l'assurance. En gros, c'est au tournant des années 2000, où là, l'indemnisation devient un process à optimiser. On se focalise désormais sur l'efficacité, l'efficience du processus du traitement du sinistre. Il s'agit désormais de réduire les coûts, de raccourcir les délais. Et les nouveaux mantras s'expriment de la manière suivante: 90% des ouvertures de dossiers sont réalisées sous 48 heures. C'est la langue de l'industrie et de la norme qui pénètre cette activité. On est moins préoccupé ou pas encore préoccupé par les tâches et les efforts que l'assuré doit consentir pour obtenir le règlement du sinistre, ce qui dans l'expérience client ne peut être traité dans un processus industriel. Quelque part, on le laisse un peu de côté, l'assuré en fera son affaire. Et donc dans cet univers-là, le bon professionnel, c'est celui qui sait aussi tirer parti de l'organisation et des outils, de la GED, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, pour traiter le plus grand nombre de dossiers possible dans le respect des standards techniques. Vient ensuite la troisième époque, dans laquelle nous sommes rentrés probablement, s'il faut donner une date, au début des années 2010, et que nous n'avons cessé d'approfondir depuis, où là, le sinistre va se présenter comme une expérience client à améliorer. Désormais, on se focalise sur le temps, les efforts et les tâches prises en charge par l'assuré pour neutraliser les conséquences de son sinistre. Et donc l'assureur va s'efforcer de rendre son parcours, le parcours naturellement de l'assuré sinistré, le moins contraignant et le plus fluide possible. Et dans cet univers-là, le bon professionnel, ça va être celui qui accompagne l'assuré pour neutraliser au maximum tous les désagréments du sinistre sur sa vie quotidienne, pour le dire de manière simple. Alors naturellement, cette définition, vous l'imaginez, elle va se décliner de bien des manières, suivant qu'il s'agisse d'un bris de glace ou d'accidents corporels graves dont on nous a parlé. Mais au fond, c'est au travers désormais de cette focale-là qu'il nous faut considérer les enjeux d'organisation de l'indemnisation et les enjeux et les défis d'évolution des métiers de l'indemnisation. Alors, si désormais on se concentre un peu sur cette focale du parcours client, on peut dire que nous sommes passés du plateau à la plateforme et que l'indemnisation du dossier qu'elle était est devenue un exercice, une organisation d'intégration d'intervenants, d'outils et de services. Alors, cette indemnisation, soyons clairs, elle s'inscrit toujours
sur un fond d'industrialisation. Cette marche vers l'industrialisation qui est très ancienne remonte à loin, puisqu'on en trouve des traces significatives dans l'indemnisation dès les années 80. Et à cette époque-là, elle prend essentiellement la forme d'une industrialisation de place. C'est l'époque où les compagnies d'assurance conviennent entre elles de conventions d'indemnisation intersociétés pour normaliser la gestion, pour réduire les coûts d'instruction des sinistres. C'est également l'époque où on commence à voir l'intégration de différents partenaires, je pense notamment aux experts dans les chaînes de traitement des sinistres. Et puis c'est également l'époque où on voit se constituer différents organismes techniques qui ne sont pas connus du grand public, mais qui derrière définissent des normes et des conventions aux assureurs par lesquelles ils vont mutualiser un certain nombre de prestations et de services. Ce sont nos collègues au sein de GPSA, d'organismes tels que Alpha, Aredoc, Argos, BCF, GCA, SRA, autant de sigles derrière lesquels on trouve autant de domaines techniques liés à l'instruction, une instruction normalisée et professionnelle dans différents domaines de l'indemnisation. À partir des années 2000, l'industrialisation de l'indemnisation fait un autre pas en avant, et là il ne s'agit plus d'une industrialisation de place, mais c'est une industrialisation de l'interaction avec l'assuré. C'est l'époque où effectivement on voit se constituer les plateformes téléphoniques pour un service plus accessible. C'est également à partir de cette époque-là que l'on commence à voir la diffusion des CRM. Cette époque-là est étroitement liée avec la deuxième marche de l'évolution de l'indemnisation, du processus à indemniser. Alors naturellement, cette industrialisation de place et cette industrialisation de l'interaction avec l'assuré demeure encore aujourd'hui et ne cesse de s'approfondir. On trouverait par exemple bien des initiatives nouvelles en matière d'industrialisation de place. Je pense par exemple aux travaux qui sont faits au niveau professionnel sur l'usage de l'intelligence artificielle pour la détection de la fraude. Et en matière d'industrialisation de l'interaction avec l'assuré, ce sont tous les développements liés par exemple au développement des chatbots par exemple. Mais il y a une troisième vague peut-être d'industrialisation qui commence à poindre et qui nous interpelle. C'est une industrialisation dans laquelle on commence à voir une substitution où l'outil commence à se substituer dans certaines configurations à l'humain. Et cette évolution, naturellement, nous interpelle. Alors on observe, même si elle est lente, un début de diffusion du self-care en indemnisation. Effectivement, pour des sinistres simples, les assurés ont la possibilité à partir d'une transaction informatique, de prendre eux-mêmes en charge certaines interventions pour lesquelles, par le passé, ils sollicitaient, notamment par voie téléphonique, leur assureur. On trouve également, et on en cite quelques exemples dans notre étude, des cas d'automatisation du recueil et de l'interprétation des informations sinistres. C'est-à-dire sur toute la chaîne, par exemple à partir de la photo d'un sinistre, d'une application appropriée, quelque part, on peut être dispensé d'avoir à amener son véhicule chez son garagiste et de s'en voir priver l'usage. La photo est capturée, non seulement elle est capturée, elle est transmise, mais elle est également interprétée de manière automatique. Alors toujours on l'imagine avec une validation de l'humain à la fin, mais vous voyez quand même sur toute la chaîne toutes les opérations humaines qui ont disparu. Et puis le cas probablement le plus extrême, mais même si aujourd'hui on n'en trouve que de rares exemples, voire des expérimentations dont on parlait il y a 1 ou 2 ans qui semblent aujourd'hui s'interrompre, l'effacement de l'humain dans les assurances paramétriques.
où là, effectivement, dans les assurances paramétriques, il suffit par exemple que le système du contrôle aérien détecte le retard d'un avion pour que sur les chaînes informatiques, le souscripteur qui a souscrit une assurance retard avion se voit créditer son compte de manière automatique sans qu'aucun indemnisateur ne soit intervenu sur la chaîne. Voilà. Donc l'histoire de l'indemnisation dont on parle aujourd'hui, c'est toujours la marche en avant de l'industrialisation. Et à l'heure où on parle de services ou de relations clients, etc., il ne faudrait pas se raconter d'histoire non plus. L'industrialisation, la rationalisation continue sa progression et condamne probablement irrémédiablement toute une catégorie de tâches qui quand même pendant des décennies ont constitué une part relativement importante dans l'activité des indemnisateurs de l'assurance. Et pourtant, et dans le même temps, il y a cette autre dynamique qui est la dynamique de la personnalisation et du service. Les deux ne sont pas contradictoires. On a l'habitude d'associer industrialisation et standardisation. Dans les exemples que l'on peut observer, on s'aperçoit qu'il y a une personnalisation du service qui passe par les outils et par l'industrialisation. Ce n'est pas l'un contre l'autre, dans un certain nombre de cas, c'est l'un avec l'autre, et même plus encore, c'est l'un grâce à l'autre. Alors cette dynamique de la personnalisation et du service, elle se traduit d'abord par une expansion des territoires de la prise en charge. Je ne développe pas ce point davantage parce qu'on a eu l'occasion à de multiples reprises d'en débattre ici même. C'est tout simplement les fameuses prestations en nature, on pense notamment à l'assistance dont on va en parler, qui ne sont plus des compléments, qui ne sont plus des cerises sur le gâteau, mais qui deviennent le standard ou un quasi-standard de la prestation d'assurance. Il y a 15-20 ans, c'était une modalité à côté du règlement pécuniaire. De plus en plus, cela devient la prestation principale, ou en tout cas, c'est une prestation quasiment de droit commun. Et puis, des prestations en nature, cette expansion du territoire à la prise en charge, elle va jusqu'à l'accompagnement des personnes, et c'est le case management auquel on consacrera la troisième conférence de cet après-midi. Cette dynamique de la personnalisation et du service, elle rend, grâce aux technologies, les assurés de plus en plus autonomes. On n'est plus obligé de déplacer son véhicule, on peut accéder à son dossier et suivre sa progression 24 heures sur 24. On peut agir pour rendre le règlement plus rapide, ou à tout le moins d'envoyer les impulsions dans le système de sorte que l'instruction ait le moins de temps mort possible. À côté de cette autonomisation de l'assuré, on relève également à côté du développement du pouvoir agir de l'assuré, il y a également un renforcement du pouvoir choisir de l'assuré. Parce que toutes les nouvelles modalités qui sont proposées ne s'opposent pas ou ne se remplacent pas les unes les autres. Très souvent, les offres comme on va le voir tout à l'heure, les offres de services se déclinent suivant des modalités d'accès multiples, et un même assuré peut choisir d'opter pour l'une plutôt que pour l'autre, et dans le cours du même dossier, switcher de l'une à l'autre, depuis le sans contact à l'interaction humaine, donc depuis le sans contact par exemple du self-care jusqu'à l'interaction humaine de l'échange téléphonique ou de l'échange en face à face, en combinant au sein d'un même parcours des modalités d'interaction différentes. Alors dans cet univers-là, on passe du plateau à la plateforme. La plateforme, c'est
cette expression un peu générique, emblématique, par laquelle on a désigné tous les nouveaux entrants dans le domaine des services ou tous ces hubs qui mettent en relation, qu'ils s'appellent, enfin on peut trouver des noms dans le domaine de Uber à Facebook et autres, donc tous ces gens qui interfacent une offre et une demande. Et donc dans cette perspective-là, l'indemnisation est très très loin de nos dossiers, sinistres d'antan. Ça devient une intégration d'intervenants, d'outils et de services. Au fond, l'enjeu, à l'image de ce petit diagramme, ça va être d'articuler, d'emboîter, de coordonner, de réguler des intervenants divers qui s'appellent assurés, assisteurs, indemnisateurs, experts et d'autres partenaires encore, des outils, beaucoup d'outils, de plus en plus d'outils, des outils dans les compagnies, des outils dans la poche, dans les smartphones des assurés, et puis toujours avec cette question de l'articulation, qui fait quoi, comment, sachant naturellement qu'il n'y a pas de situation rigoureusement identique. Alors, dans cette configuration, lorsqu'on écoute les ateliers d'indemnisation, on prend la mesure du défi organisationnel qui se pose aux sociétés d'assurance. Le temps n'est plus, on pouvait mettre toute cette diversité dans un tuyau ou dans un process. Il va s'agir de s'organiser pour faire face à une combinatoire très complexe, sinon explosive, puisque d'un sinistre à l'autre, on doit manager la diversité. Alors, diversité de la nature et de la gravité des sinistres, diversité des modes d'interaction assureurs-assurés, je dirais self-care, mail, téléphone, etc., etc. Diversité des intervenants mobilisés, puisque de plus en plus, quand on essaie de représenter un système sinistre dans un domaine, ça devient une sorte quelque chose de complètement rhizomique avec des partenaires un peu partout, avec des fonctions différentes, avec des géographies différentes qu'il s'agit de coordonner. Diversité également de ce qu'on appelait des sociotypes. Sociotypes au sens que les compétences et les compétences et il y a des compétences et des appétences qui rentrent désormais en ligne de compte, ou plus exactement dont on prend enfin en compte, ce sont celles des assurés eux-mêmes. Et tous n'ont pas les mêmes désirs d'être accompagnés de la même façon. Certains veulent s'en remettre malgré les outils qu'on leur propose, toujours à l'interaction humaine et physique. D'autres, au contraire, fuient ce contact et ne sont jamais aussi heureux s'ils peuvent s'économiser un coup de téléphone et tout régler par une transaction informatique. Et puis, naturellement, toujours en fond, des enjeux économiques réglés correctement, mais aussi, s'agissant des recours, et les enjeux ne sont pas minces, optimiser les recours. Alors, lorsque on a décrypté l'atelier indemnisation que nous avions réuni pour notre étude sur les méthodes d'indemnisation au temps du digital, on a été très très frappé par le constat que d'une entreprise à l'autre, les organisations se cherchent. Elles se cherchent parce qu'elles doivent, et cette recherche, elle se concentrait sur quelques questions que ces trois-là n'épuisent certainement pas. D'abord, après la centralisation des sinistres qui a marqué l'industrialisation, allait-on désormais vers une déconcentration d'une partie des processus sinistres ? Bon, voilà. Alors déconcentration, naturellement, à l'assurer quelque part déjà, s'il y a du self-care, au moins pour cette partie-là, mais également déconcentration, par exemple, dans les bureaux et points de vente, étant entendu par exemple que notamment le souci de viabiliser des implantations physiques peut conduire pour maintenir l'activité, à déporter à ce niveau-là des activités qui, il y a 10 ou 15 ans, par souci de contrôle et de maîtrise, on avait voulu recentraliser.
Demain, va-t-on vers une gestion des recours? Est-ce que la gestion des recours, c'est une activité séparée ou intégrée à la gestion des sinistres? Alors la question n'est pas nouvelle, et d'une entreprise à l'autre, d'une époque à l'autre, on bascule entre détacher les recours pour spécialiser les professionnels et en espérant gagner sur l'efficacité ou les coûts, jusqu'au point où on se rend compte que le détachement, l'isolement de la matière principale peut avoir sur le long terme des effets, alors des coûts de coordination et puis des effets parfois de désapprentissage qui font qu'on est incité à revenir, à remettre un peu la balle au centre et de la réintégrer dans le principal de l'activité. Et puis une troisième question, surtout peut-être, c'est est-ce que sous la pression de la relation client, est-ce que ce métier d'indemnisateur, notamment sur les risques de fréquence, qui avait gardé quand même une certaine unité, c'est-à-dire qu'on y accomplissait à la fois le front et le back, on sent bien qu'il y a des forces qui tirent vers une sorte de polarisation, on n'ira pas jusqu'à dire spécialisation, mais en tout cas de polarisation un peu de l'activité, avec la tentation, la tendance, la nécessité, je ne sais pas comment il faut le dire ou pas, peut-être tout à l'heure on aura des éclairages, de dédier un peu plus certains collaborateurs qui ont un tropisme sur la relation client à des activités plutôt de front, ce qu'on appelle le one-shot, hein, l'idée que sur toute une partie des dossiers, je peux gagner en satisfaction client avec des personnes très agiles dans la relation client, techniquement suffisamment solides, qui peuvent comme ça, je dirais, évacuer rapidement des dossiers rapidement à la satisfaction client, et puis des gens qui seraient un peu plus un peu moins en fronting. Alors je dis un peu moins en fronting, ce qui ne veut pas dire plus du tout en fronting, en tout cas fronting téléphonique, parce que dans le même temps quand même, il y a le self-car qui arrive, et donc il y a quand même des dossiers qualifiés, préqualifiés qui peuvent arriver à des gens apparemment en back-office dans ces nouvelles configurations. Voilà. Et on voit que d'une société à l'autre, il y a des réflexions, il y a des essais-erreurs, mais dans tous les cas, ce qui ressort de tous ces échanges, c'est que dans tous les cas, on voit bien que les solutions, au cœur des solutions, ou ce qui contraint plutôt les solutions, c'est toujours la compétence. Plus les personnes sont compétentes, et plus les personnes sont individuellement compétentes et collectivement compétentes, plus les marges de jeu, les possibilités d'inventer et d'avoir des organisations souples et adaptables, plus ces marges de jeu se démultiplient. Et quelque part, on a eu l'occasion de le dire lors de précédentes interventions, on voit bien que quelque part la compétence n'est plus par le passé, on avait l'organisation qui définissait les emplois, qui définissait les compétences. Dans une certaine mesure aujourd'hui, ce sont les compétences disponibles qui définissent les organisations auxquelles, à au moins un moment donné, on a accès ou on n'a pas accès, compte tenu du degré d'évolution, parfois de maturité, où en sont à un moment présent, à un moment donné, les équipes. Alors dans ce contexte-là, et après avoir fait cette petite revue, que peut-on dire demain sur les métiers de l'indemnisation? Alors d'abord, un petit rappel. L'indemnisation aujourd'hui n'est pas considérée comme une famille de métiers dans la nomenclature de l'assurance de 2012. Dans la nomenclature de 2012, vous avez une grande famille qui s'appelait gestion de contrat, qui nous renvoie à l'époque des back-office, où on trouve différentes sous-familles et où la gestion, la souscription, la gestion et l'indemnisation se distribuent dans différentes sous-familles, mais le tout sous un chapeau commun qui est famille gestion des contrats. Et cela nous renvoie à l'époque où effectivement on était dans l'univers du dossier papier, où clairement il y avait les commerciaux sur le terrain, des gestionnaires de l'autre, et on ne rentrait pas plus finement, ou pas beaucoup plus finement, dans la distinction des uns et des autres. Cette situation a beaucoup évolué, puisque aujourd'hui, si on considère les trois sous-familles pour le coup, qui sont dédiées à l'indemnisation, elles représentent aujourd'hui dans l'assurance 20 700 collaborateurs, c'est-à-dire 14% des effectifs de la branche. Un collaborateur sur 7 travaille aujourd'hui
dans l'indemnisation. Et si on réunissait, et si on définissait une famille de métier de l'indemnisation à partir de la réunion de ces 3 sous-familles, nous aurions la 3e famille sur 16 de l'assurance. C'est probablement puisque un groupe de travail réunissant toutes les entreprises de la place doit statuer d'ici la fin de l'année sur la nouvelle nomenclature de l'assurance. Il aura probablement à statuer sur la reconnaissance ou pas du caractère, de la spécificité de cette famille dans la nouvelle nomenclature. Alors, ces 20 700 collaborateurs, ils se répartissent en trois sous-familles. Un premier ensemble à droite, c'est la gestion et indemnisation des sinistres standards et conventionnels. Cela représente 56%. Vous avez en haut une petite famille gestion des prestations maladie, retraite ou prévoyance. En 2012, on avait isolé cette partie-là. Et puis en fait, un dernier ensemble, c'est la gestion et indemnisation des sinistres complexes ou contentieux, qui représente 36% de l'ensemble. Voilà un peu la répartition des équilibres actuels. Alors quand on regarde les effectifs, on est remonté jusqu'en 2011 pour voir si en longue période il y avait des évolutions significatives. Et quelque part, base de 100 en 2011, on est à 102 en 2018. Si ce n'est pas une expansion, à tout le moins, ce n'est pas la régression qu'on nous promettait encore à la fin des années 2000. Ceci étant dit, cette grande stabilité disparaît lorsqu'on éclate cette agrégation par sous-famille de métiers. On voit d'abord que l'industrialisation, l'automatisation des systèmes tels que Noémie, par exemple, en santé, impacte fortement la gestion des prestations maladie, retraite ou prévoyance, puisque ce sont 30% des collaborateurs en moins. Symétriquement, et c'est intéressant, sur la gestion, cette même industrialisation a également touché naturellement au premier chef les sinistres standards et conventionnels, et pourtant on le voit sur la courbe, leur effectif augmente de 20% sur la période. C'est la manifestation qu'en face de cet effondrement de cette automatisation, de cette réalisation des chaînes, il y a quelque chose qui est venu compenser, et ce qui est venu compenser dans ce domaine-là, c'est naturellement les investissements consentis par les sociétés d'assurance sur la relation client, sur la disponibilité, sur l'accompagnement, sur le service, qui a fait plus que compenser et qui a permis le développement de cette catégorie. Et puis enfin, on voit pour la gestion des indemnisations et des sinistres complexes ou contentieux, en bleu, une légère baisse, une baisse de 10% sur 10 ans, donc environ de l'ordre de 1% par an. Si on regarde maintenant l'évolution des recrutements, alors là, la courbe est un peu plus dynamique, en tout cas sur la fin de la période, parce qu'autrement, on voit bien qu'il y a des hauts et des bas, et les courbes de recrutement sont naturellement beaucoup plus irrégulières que celles des effectifs. Si on éclate de la même manière qu'on a fait tout à l'heure par sous-famille de métiers, on voit l'effondrement de la gestion des prestations maladie, retraite, prévoyance. En revanche, on voit la croissance de 28% de l'ensemble des effectifs d'indemnisation s'explique d'abord par la croissance du recrutement en matière de sinistres complexes ou contentieux, plus 60%, si on prend de date à date. Hein, en tout cas, si on prend les toutes dernières années, on voit bien que, je dirais, cette évolution, cette croissance est quand même relativement marquée. Et il en est de même pour la gestion de l'indemnisation des sinistres standards et conventionnels, plus 30%. Voilà. Alors il faudrait aller plus dans le détail de ces chiffres, parce qu'effectivement, ces fortes croissances, elles agrègent des embauches en CDI, notamment d'acteurs qui sont en très très forte croissance sur le marché et qui étoffent leurs effectifs, et naturellement des évolutions stagnantes, voire en baisse,
d'autres entreprises qui consolident leur portefeuille ou qui parfois ont à gérer une certaine baisse de ces portefeuilles. Et cela explique la structure de ces recrutements, puisque on observe quand même, et cela doit être c'est quand même un signe, que seuls 35% des embauches, les embauches augmentent, mais seuls 35% des embauches sont en CDI, alors que le taux équivalent est de 50% pour l'ensemble de la branche. Donc, par contraste, 2/3 de CDD, dont une faible part s'explique par l'alternance. 65% de CDD, il n'y a qu'un CDD sur 5, puisque 100% des alternants sont des CDD, il n'y a qu'un alternant sur 5 qui soit qu'un CDD sur 5 qui soit en alternance. Ça veut dire que c'est une famille de métiers où le volant entre guillemets de CDD non alternant est particulièrement important. Ça serait intéressant d'avoir le décryptage tout à l'heure dans les tables rondes de ces chiffres. Alors, si on regarde maintenant le profil de ces sous-familles de métiers, il y a quand même deux ensembles qui se distinguent très très nettement. Si on prend par le taux de cadre, si on considère les familles standards et conventionnelles et prestations maladie, retraite, prévoyance, on a un taux de cadre qui est un peu au-dessus de 10%. Et donc là, le contraste est particulièrement fort avec la gestion et indemnisation des sinistres complexes ou contentieux, où là, on monte avec un taux de cadre de 62%. Donc là, c'est bien une fonction d'indemnisation, mais on voit bien, notamment sur ce critère-là, que ça décide des univers de qualification, au moins de qualification technique, relativement différents. Alors, si on regarde, suivant cette clé de lecture, indemnisation des sinistres standards versus indemnisation des sinistres complexes ou corporels ou contentieux. Pour les sinistres de fréquence, on peut probablement dire que c'est la fin d'un métier. En tout cas, c'est la fin d'un métier au sens traditionnel du règlement d'un dossier sinistre. Un signe qui témoigne de cela, c'est tout simplement, et les personnes qui étaient réunies dans le groupe de travail, l'effacement du mot indemnisation dans les intitulés de poste. Pardon, l'effacement du mot indemnisateur. Et on est dans une configuration, et c'est le deuxième point, où désormais, ce sont de nouveaux intitulés de poste qui vont apparaître. Lorsqu'on regarde la fiche descriptive des métiers d'indemnisation en 2012, celle de la nomenclature que vous pouvez consulter, elle identifie pour les sinistres standards trois activités principales. D'abord, l'instruction du sinistre, avec différents items. Ensuite, le règlement du sinistre avec différents items. Et puis la troisième, c'est le conseil et l'accompagnement. Donc le conseil et l'accompagnement figurent déjà en 2012 dans l'activité de l'indemnisateur. Sauf qu'elles viennent tout à la fin. C'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est quelque chose, comment bien vendre ou comment bien empaqueter le traitement technique du dossier que je viens d'achever au travers de l'instruction puis de l'activité. Si on regarde aujourd'hui l'activité de l'indemnisateur, finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup d'autres activités que celles de l'instruction, du règlement et du conseil. Enfin, les trois étaient présentes, elles le sont toujours. Sauf que ce qui change tout, c'est que désormais, celle qui vient en tête et qui donne la coloration, toute la coloration et la perspective aux tâches de l'indemnisateur, c'est le conseil. Et c'est ce qui nous a conduit à écrire quand le conseil précède l'instruction et le règlement des sinistres. C'est en chaussant les lunettes de la vue client que désormais on relie de manière probablement un peu différente l'instruction et le règlement du sinistre. Ça a l'air de rien, mais c'est un changement de perspective absolument fondamental. Du coup, si le mot indemnisateur s'efface, on en voit émerger de nouveaux.
On voit le mot solution, conseil ou accompagnement de plus en plus fréquent dans les intitulés de postes de ces professionnels dans l'assurance, des intitulés donc qui diffusent dans les intitulés de postes. Et donc dans cet environnement, c'est la relation client, la fameuse relation client qui devient une majeure. Elle tente à rapprocher la vente, la souscription, la gestion et l'indemnisation, et tente à faire passer un peu au second rang leur particularisme technique ou fonctionnel. Et c'est pas pour certains administrateurs, c'est pas la partie la plus facile de la transition actuelle, puisque quelque part, là où je me définissais justement par un substrat technique ou fonctionnel, bien quelque part, au fond, cette spécificité, cette originalité, cet facteur d'identité, ben, il est un peu élimé ou usé ou relativisé par le fait qu'il y a d'abord la relation client et que je suis peut-être moins éloigné ou moins spécifique ou moins différent de mes collègues qui eux font de la gestion ou qui eux font du commercial sur des produits de masse. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas naturellement que je dirais que le métier se dissout complètement, mais encore une fois il est un peu il rentre dans une catégorie peut-être plus vaste et moins spécifique de ce qu'on a mis entre guillemets dans la relation client. Alors si on regarde maintenant de manière par contraste sur les sinistres complexes et contentieux, il semble qu'on ait une identité technique qui s'investisse dans de nouveaux rôles. Alors d'abord c'est le maintien d'une identité technique. Incontestablement, ce sont des domaines où l'expertise, ce sont des analysations de spécialité adossées à des expertises, qu'elles soient corporelles, contentieux, risque d'entreprise, et donc ce fondement reste extrêmement important. Pour autant, celui qui maîtrise ces expertises, il est de plus en plus mobilisé dans de nouveaux rôles qui sont la conséquence du management, de l'expérience et des parcours clients. De plus en plus, une fonction de pivot dans des dispositifs de prestation en nature, et puis des fonctions de coordination autour de l'assuré de multiples partenaires, pour faire court et simple, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir pendant nos tables rondes. Et donc leur métier, c'est un nouvel alliage de compétences techniques toujours très, très exigeantes, et puis de compétences de plus en plus qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler transversales. Voilà un peu pour, je dirais, une présentation un peu globale de ce qu'on a retenu des échanges avec les professionnels de l'indemnisation, mais sur chacun de ces thèmes, je pense que les tables rondes vont permettre de creuser et d'aller un peu plus loin. Merci de votre attention.